Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous accueillir pour ce webinaire qui est organisé par la Société marocaine de pédiatrie et qui porte ce soir sur un sujet qui est fort intéressant, à savoir les encéphalites aiguës de l'enfant. C'est un problème qui nous intéresse tous, qui nous touche tous en tant que praticiens, du fait de la problématique de cette pathologie de par leur diversité, mais aussi les problèmes de diagnostic et de gravité qu'elles posent. Nous sommes certes sensibilisés au fait que le pronostic dépend essentiellement du diagnostic précoce et de la prise en charge adéquate, mais certains points, certains problèmes se posent toujours à nous dans notre pratique quotidienne. Alors, au cours de cette session, nous allons, à travers nos éminents conférenciers experts, faire le tour de la question et nous allons également avoir l'opportunité d'échanger à la fin de leur présentation sur les questions que vous allez poser, sur tout ce qui est diagnostic, prise en charge, sur les avancées récentes et puis sur les défis qui persistent pour nous dans notre pratique quotidienne. Je tiens aussi à vous remercier pour votre présence engagée qui témoigne de l'importance que vous portez au sujet et aux différentes rencontres qui sont organisées par notre société mère, la Société marocaine de pédiatrie. Et sans trop tarder, nous allons donner la parole à nos intervenants experts. Et avant, je cède la parole au professeur Shahid qui va nous présenter le premier intervenant. La parole est à vous, Madame Shahid. Merci beaucoup, professeur Kerboubi. Donc, comme vous l'avez dit, c'est un sujet qui fait débat entre les encéphalites infectieuses et les encéphalites post-infectieuses. Nous avons avec nous professeur Bouskraoui, qui est professeur de pédiatrie et président de la Société marocaine des maladies infectieuses pédiatriques et de vaccinologie, figure de référence au Maroc dans le domaine des maladies infectieuses de l'enfant, de la vaccination. Il a consacré une grande partie de sa carrière à l'amélioration de la prise en charge des pathologies infectieuses et à la promotion de la recherche et de la formation dans ce domaine. Et c'est un privilège de l'avoir avec nous aujourd'hui pour partager son expérience et son expertise et donner des éclairages autour des encéphalites aiguës infectieuses de l'enfant. Professeur Bouskraoui, à vous la parole. Merci beaucoup, Iman, pour ces mots gentils. Euh, Bonjour tout le monde. C'est un réel plaisir de vous retrouver autour de cette thématique fort intéressante pour les pédiatres, les encéphalites aigus de l'enfant. D'abord, je n'ai pas de lien d'intérêt à déclarer en rapport avec cette présentation. Comme vous le savez très bien, les encéphalites, vous avez les encéphalites primitives, on peut le dire directes, par réplication, virale, les encéphalites post-infectieuses, les encéphalites auto-immunes et enfin les encéphalites inflammatoires. Alors, pourquoi il est important de distinguer entre ces différentes encéphalites? Eh bien, parce que tout simplement, comme vous allez le concevoir, que l'approche thérapeutique et pronostic est tout à fait différent. Par exemple, s'il s'agit d'une encéphalite virale herpétique qu'on va traiter, d'accord, aujourd'hui, comme mode de description, bien sûr, le traitement antiviral. S'il s'agit d'une méningoencéphalite bactérienne, ce sont les antibiotiques. S'il s'agit d'encéphalite post-infectieuse, souvent ce sont les anti-inflammatoires. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Souvent, le mécanisme n'est pas identifié et c'est là où ça va commencer la casse-tête pour les pratiques. Et là où le traitement probablement être discuté. Alors, sur le plan physiopathologique des encéphalites, vous avez des causes infectieuses, des causes auto-immunes. Vous savez que la cause auto-immune peut être en rapport en post-infectieux aussi, peut être paranéoplasique, comme ça peut être idiopathique. Par exemple, les causes paranéoplasiques ont donné des authentiques, la liaison des anti-anticorps aux cibles antigéniques dans le cerveau, alors que les causes infectieuses peuvent donner une production d'anticorps, de anticorps aussi, mais aussi
par le biais d'infections systémiques, par le biais d'une invasion directe de parenchyme cérébral, tout va aboutir, que ce soit un processus infectieux, que ce soit un processus auto-humain par un euplasique ou autre, s'aboutir à la production des cytokines pro-inflammatoires et des chymokines par le système humain. Tout ça, ça va aboutir à l'inflammation de parenchyme cérébral et donc à l'encéphalite. Alors, commençons par une question commune à toutes les encéphalites. Quels sont donc les critères diagnostiques? Pour cette question, je me suis basé sur le Consortium international des encéphalites. Vous savez, il regroupe des critères majeurs et des critères mineurs. Le critère majeur, c'est l'altération de l'état mental, des troubles de conscience, léthargie, modification de comportement qui dure plus de 24 heures et on n'a pas trouvé de cause, traumatisme ou autre à cette altération de la conscience. Il y aura d'autres critères mineurs, comme la fièvre moins de 30 dans les 62 heures qui précèdent ou qui suivent le tableau clinique, des crises convulsives qui ne sont pas attribuées à une épilepsie préexistence, un déficit neurologique focal, une réaction cellulaire au niveau de liquide céphalorachidien, une anomalie au niveau de l'IRM cérébral et des anomalies de l'UG. Alors, pour vous expliquer ces critères diagnostiques de façon plus claire, vous avez en bleu tout ce qui est dysfonctionnement neurologique, en orange ou en marron, je ne sais pas, c'est l'inflammation de parenchyme cérébral. Toujours comme je viens de dire, le critère majeur, c'est l'altération mentale au-delà de 24 heures. Des troubles de conscience au-delà de 24 heures sans cause décelable. C'est le critère majeur. Et qu'on va essayer d'associer à des critères mineurs neurologiques en rapport avec un dysfonctionnement neurologique, comme les anomalies de l'UG, les convulsions, les signes neurologiques focaux, comme des signes déficitaires, des signes cognitifs, etc., et des signes d'inflammation de parenchyme cérébral, comme la fièvre, la plécytose avec réaction lymphocytaire, la neuroimagerie, une démyélinisation par exemple, d'accord? Et lorsqu'on a ce critère majeur associé à deux mineurs, on parle d'encéphalite possible. Lorsqu'il est associé à trois mineurs, on va parler d'encéphalite probable. Alors vous allez me dire en pratique, mais comment on confirme une encéphalite? Alors, bah, si on a un critère d'auto-immunité, des auto-anticorps au niveau de liquide céphalorachidien, d'accord? Mon collègue va en parler. Si on a un micro-organisme au niveau de LCR, je vais parler de l'utilité de la biologie moléculaire. Si on a une pathologie cérébrale avec inflammation, là, on va aller vers la confirmation. Voilà pour les critères diagnostiques de l'encéphalite. Et donc, je me suis mis d'accord avec mon collègue de Lyon, Étienne Javoué, qui nous a honorés par sa présence et qui va apporter beaucoup de choses en plus avec son exposé, son expérience et la discussion. Moi, je choisis de parler de tout ce qui est encéphalite primitive, directe, par réplication, comme on peut les appeler comme on veut. Et mon collègue lyonnais va parler des encéphalites post-infectieuses et auto-immunes. Voilà pour le dispatching de la question entre nous deux. Bien sûr, nos collègues modératrices, ils ont beaucoup d'expérience en neuropédiatrie, aux urgences pédiatriques, et ils vont enrichir les débats, ils vont commenter tout ce qu'on a oublié par la suite. Alors, à Marrakech, les encéphalites aiguës, notre petite expérience, ils sont répartis entre causes infectieuses dans presque la moitié des cas, des causes post-infectieuses, essentiellement post-rougeole, post-varicelle, etc., des ADEM, et puis des causes inconnues, mais là-dedans, je pense que nous avons très probablement un certain nombre d'encéphalites auto-immunes. Nous avons la difficulté de doser les anticorps, de chercher les auto-anticorps au Maroc encore une fois.
Alors, à travers le monde, vous avez beaucoup d'encéphalite infectieuse émergentes, d'accord? Mais surtout, comme il y a beaucoup d'amis africains qui vont nous entendre et de maghrébins, il y aura, n'oublions pas aussi les arbovirus, d'accord? Et déjà, le diagnostic peut être orienté des encéphalites virales par la saison. Les orients souvent c'est l'hiver, le printemps, d'accord? Les antivirus souvent cette éruption-là entre le printemps et l'été. L'interrogatoire va chercher une notion de morsure qui va orienter vers la rage, notion de vaccination pour rougeole, rebiole, orient, et puis on cherchait toujours une maladie virale dans l'entourage. Sur le plan clinique, un exanthème, notamment évoquant la rougeole, la rubiole, l'herpès 6, les entérovirus, une éruption vésiculeuse comme la varicelle, des adénopathies, ah, ça peut évoquer l'Epstein-Barr virus, ça peut évoquer la CMV, le VIH, etc. Une éventuelle parotidite aussi, ça peut évoquer une encéphalite orlienne. Voilà pour les éléments d'orientation de diagnostic. Et donc, de manière très simpliste, je vais vous dire que moi, je vais m'intéresser plus aux encéphalites infectieuses actives. Et le modèle type qu'on va prendre de description, c'est l'encéphalite herpétique. Alors que les encéphalites post-infectieuses, ça peut être en rapport avec la rougeole, la varicelle et autres. Et rappelez-vous l'épidémie qu'on vient d'avoir de la rougeole. Alors, je vais très rapidement sur l'encéphalite rabique. Mes collègues vont me reprocher de ne pas dire au moins un mot. C'est un vrai pourcentage chez nous à cause des chiens errants. Et je pense qu'il y a beaucoup de réflexions maintenant au niveau de la société civile, les responsables de santé qui commencent à se développer pour voir comment lutter contre l'encéphalite rabique. Vous savez que lorsqu'elle se déclare, il n'y a aucun traitement. Mais il y a la prévention, c'est la lutte contre les chiens errants, c'est la vaccination pour les métiers à risque, c'est la vaccination exposition. Les schémas sont très clairs, sont plus identifiés et il y a des centres de vaccination partout au Maroc. Je passe sur l'encéphalite qui peut, là aussi, vous pouvez faire de la démyélinisation et sur le, en post, en nécropsie, vous avez les fameux corps de Négri. Je passe sur l'encéphalite arabique et là, je ne vais me concentrer que sur les encéphalites herpétiques. Regardez ces hospitalisations, cette série américaine entre 2000 et 2010 qui a classé les enfants par âge et par cause. Chez les moins d'un an, les encéphalites sont fréquentes et c'est l'encéphalite herpétique qui vient en tête. Alors, les données marocaines qui sont illustrées par Marrakech, les données de Marrakech, regardez les encéphalites infectieuses dans les trois quarts des cas, c'est de l'herpès. Regardez l'évolution depuis l'ouverture du CHU mère-enfant à Marrakech, depuis 2011 jusqu'à 2024. Vous avez en bleu l'ensemble des encéphalites et vous avez en marron les encéphalites herpétiques. Les encéphalites herpétiques, ce sont des encéphalites graves, presque, qu'il n'y a pas de traitement, sont presque mortels à 100%. Regardez sur les pièces de nécropsie, la nécrose, l'hémorragie, d'accord, la teinte vraiment critique, hein. Et là, pour essayer un peu de comprendre cette encéphalite étape par étape. Lorsque vous avez une atteinte herpétique, une atteinte périphérique, par voie rétrograde, via le système nerveux, les nerfs sensitifs périphériques, il y aura un passage centripète vers le système nerveux central. Il y a une latence qui va s'établir. Après, pour raison X ou Y, une réactivation, une multiplication des virus qui vont repartir de manière antirétrograde, centrifuge, vers la périphérie. Donc, vous avez vu comment ça se fait, comment se passe ce transport transneuronal de l'herpès simplex virus. Et donc, vous avez deviné qu'il y aura une infection aiguë à herpès, une infection latente. Vous avez l'atteinte par voie
hématogène qui reste possible, mais aussi une atteinte rétrograde à travers une pénétration cutanée muqueuse, conjonctivale au niveau de l'herpès et via le nerf olfactif, les nerfs trijumeaux, ça va passer vers la région fronto-temporale. Toujours sur le plan physiopathologique, via le neuroépithélium olfactif, il y a un passage du virus vers la bulle olfactive. Ça va passer vers les structures limbiques, hippocampe, amygdale, cortex orbitofrontal, et tout ça va entraîner une démyélinisation du système nerveux central qui va permettre de faire le diagnostic au niveau de l'IRM cérébral. Alors, ce virus va donc pénétrer dans certaines régions, comme le lobe frontal, le bulbe olfactif, mésencéphale, cervelet, transcérébral, mais surtout se concentrer dans des régions sous-ventriculaires et au niveau de l'hippocampe. Alors, sur le plan clinique, après cette physiopathologie, d'accord, vous allez faire le diagnostic devant des circonstances très variables. Une convulsion fébrile, une confusion plutôt fébrile, d'autant plus lorsqu'il est associé à d'autres signes, la fièvre évidemment, des signes neurologiques très variés avec des troubles de vigilance allant de simples des troubles de comportement, des crises convulsives qui peuvent être partielles ou généralisées, des signes déficitaires variés, des signes moteurs, déficitaires moteurs, cognitifs, des mouvements anormaux. Ça peut être des signes d'inflammation méningée avec céphalée, vomissements, raideur méningée, symptomatologie psychiatrique possible, notamment surtout dans les encéphalites auto-immunes, avec troubles de comportement, agitation, etc. Et ça peut être des formes atypiques, des formes avec HIC, processus simulant un processus tumoral, ou des méningoencéphalites avec prédominance méningée, d'accord? Et qui peut erroner vers la méningite. Voilà. Donc, regardez, donc finalement, c'est un tableau clinique très varié, hein. Et donc, comment finalement on va s'orienter vers l'encéphalite à virus herpès simplex. Là, vous avez trois examens complémentaires phares. Vous avez la ponction lombaire, l'imagerie cérébrale et l'électroencéphalogramme. Et je commencerai par la ponction lombaire. Alors, la ponction lombaire, il va aider à écarter la méningite bactérienne. Il est indispensable et urgent. Il ne faut pas la retarder lorsqu'il n'y a pas de contre-indication. Il va montrer un liquide clair avec une plécytose lymphocytaire, légère hyperprotéinorachie, d'accord, mais il peut être normal. Et je vais revenir à ce caractère de normalité, parfois, de la ponction lombaire au corps d'une méningite herpétique. L'imagerie, voilà, donc toujours, voilà, je reviens vers ça, mais finalement, les agents infectieux responsables des encéphalites, il y a toute une compilation des bactéries, des champignons, des virus, des parasites, etc. Hein, c'est pas toujours évident. Et de là, il y a maintenant de plus en plus de moyens qui vont permettre de distinguer les infections bactériennes et les infections virales du système nerveux central. Il est fondamental, avec la ponction lombaire, de faire le diagnostic d'une méningite bactérienne ou de l'éliminer pour ne pas donner à tort des antibiotiques et favoriser la résistance des bactéries aux antibiotiques, qui est un vrai problème de santé actuellement. Et donc, vous avez à gauche la biologie, la microbiologie, avec notamment la biologie moléculaire. À droite, vous avez le marqueur de l'inflammation. Donc, la biologie moléculaire, vraiment, avec la PCR, nous avons beaucoup pensé. Et vous avez des biomarqueurs comme la CP, la procalcitonine. Alors, on va prendre du temps pour distinguer comment distinguer entre bactérienne, virale, minérale et encéphalite. Mais
maintenant, la préférence va de plus en plus vers la PCR. Cette PCR, notamment, elle est presque toujours positive dans les encéphalites primitives. Et il est très intéressant d'être dans les structures où vous travaillez, d'avoir une PCR de plus en plus, elle aide de plus en plus au diagnostic. Alors, les pièges de la ponction lombaire. Classiquement, j'ai dit, c'est une réaction lymphocytaire, légère hypoprotéine hachée, mais vous pouvez avoir une PCR négative au début dans une authentique encéphalite herpétique. Et même, vous pouvez ne pas avoir de réaction cellulaire dans une authentique, d'accord, encéphalite herpétique. Voilà un article qui parle de la normalité de possible LCR au corps dans une encéphalite herpétique. Ça peut survenir au tout début, d'accord, on risque d'avoir une PCR normale, c'est l'intérêt de la répéter 2 ou 3 jours après. Lorsque vous avez une faible cellularité aussi, notamment chez les immunodéprimés, vous risquez d'avoir une PCR négative. La PCR, d'accord, lorsqu'on commence à s'éloigner, il va devenir négatif, d'accord? Et donc, la PCR, notamment, il y a de plus en plus de PCR fulmarés, d'accord, au lieu de PCR maison, d'accord, et qui peut vous distinguer, faire le diagnostic d'un certain nombre de bactéries, de virus, mais qui nous intéresse essentiellement aujourd'hui, c'est l'herpès 1 et 2, mais retenez que la PCR fulmarée ne fait pas le diagnostic de Mycobacterium tuberculosis, ni de virus responsable de rien. Alors, qu'est-ce que ça rapporte, ce fulmaré, cette PCR, dans les infections du système nerveux central? Ben, les données sont multiples dans la littérature médicale, mais j'ai donné cet article chilien qui est vraiment caricatural. Regardez, avant l'utilisation de la PCR, regardez le nombre de résultats négatifs. Après l'utilisation de la PCR, regardez le nombre de LCR qui devient positif. C'est vrai, la PCR est coûteuse, oui, mais elle améliore la précision diagnostique et permet des économies de ressources. Pas d'antibiotiques à droite à gauche, pas d'acyclovir à droite à gauche, pas d'augmentation de durée d'hospitalisation pour rien, etc. Vraiment, vraiment, nous, à Marrakech, ça a été installé depuis 2018 grâce au professeur Nabila Sora, que je remercie énormément, et ça permet vraiment d'améliorer la situation et de diminuer ces associations d'antiviraux, d'antibiotiques et même d'antibacillаires, ces associations parfois morbides. Et à un certain moment, on est perdu, on n'arrive pas, qu'est-ce qu'on peut arrêter, qu'est-ce qu'on peut rajouter, etc. Et puis, après la ponction lombaire comme élément clé pour l'encéphalite herpétique sur le plan examen complémentaire, il y a une imagerie cérébrale et qui ne devrait pas retarder la ponction lombaire, sauf dans 2 circonstances. Lorsque vous avez des crises convulsives persistantes, d'autant plus s'ils sont focalisés, et voilà, lorsque vous avez des signes de focalisation, d'hypertension intracrânienne. L'IRM, elle est plus sensible que le scanner. Bah, le scanner, ça peut montrer des choses, mais souvent il est normal au début, sauf dans les situations évolutive. D'accord? Voilà. Et donc, l'IRM, il est dans 80-100% des cas, il est pathologique avec de la démyélinisation, typiquement au niveau de lobe temporal, insulaire, singulaire. Lorsque vous faites l'IRM au tout début, il reste d'être normal. Il faut savoir le répéter 2, 3 jours après. Le scanner, dans les situations, ça peut évoluer, ça peut montrer des hypodensités au niveau de la région temporale. Toujours dans les coupes coronales, l'IRM, il est plus précoce, il est plus sensible en montrant un persignal temporal, bilatéral, évoquant de manière très forte une encéphalite herpétique. Chez un patient, regardez là, une IRM, 2 coupes coronales chez un patient atteint d'encéphalite herpétique. Regardez la démyélinisation pariétale, occipitale à gauche et à droite, temporale et insulaire. Après la ponction lombaire,
l'imagerie cérébrale, c'est l'électroencéphalogramme. Eh bien, l'électroencéphalogramme, il est utile s'il est disponible. Moi, je l'ai dans le service, mais il va aider dans les formes douteuses où il va témoigner d'une atteinte encéphalytique. Ça peut explorer les états de mal convulsifs, certaines crises convulsives inexpliquées, des troubles de vigilance, mais parfois ça peut montrer certaines anomalies non spécifiques. Alors voilà, il est, comme j'ai dit, très sensible mais très peu spécifique. Ça peut donner un ralentissement, ça peut donner des décharges périodiques témoignant de la nécrose corticale. Ça peut, dans la phase initiale, comme je l'ai dit, de faire le diagnostic de crise convulsive infraclinique et ça peut être utile pour le suivi. Là, c'est un électro chez un bébé de 9 mois atteint d'encéphalite herpétique montrant quelques décharges paroxystiques. Voilà, donc j'ai vu avec vous la physiopathologie. J'ai pris comme type de description l'encéphalite herpétique dans les encéphalites aiguës infectieuses et le RP, c'est le modèle type d'encéphalite par réplication intracellulaire. J'ai vu avec vous la physiopathologie sur la pentinte, d'accord, via le bulbe, le nerf olfactif, au trijumeau ou hématogène. Nous avons vu ensemble la clinique très variable. Nous avons vu l'utilité de la ponction lombaire, l'utilité de l'imagerie cérébrale et les limites parfois de l'électroencéphalogramme. Alors, qu'est-ce qui peut prêter comme diagnostic différentiel avec une encéphalite herpétique? Ah ben, ça peut être les abcès, les épanchements sous-duraux, les thrombophlébites, les hémorragies, les tumeurs. Et ça peut être réglé tout ça avec l'imagerie cérébrale, une bonne IRM. Ça peut être les méningites purulentes à forme encéphalitique, les méningoencéphalites bactériennes. Ça va être réglé avec la ponction lombaire. Ça peut se poser avec les encéphalites auto-immunes et mon collègue lyonnais va en parler. Finalement, avant d'aborder le traitement, je rappelle pour les plus jeunes que des convulsions mi-corporelles répétitives dans un contexte de fièvre est une encéphalite virale à herpès jusqu'à preuve de contraire. Et que toute méningite lymphocytaire qui convulse est une encéphalite virale à herpès jusqu'à preuve de contraire. Et depuis 2000 ans d'histoire, puisqu'on connaît, ça fait longtemps qu'on connaît l'encéphalite herpétique, une seule certitude aujourd'hui, toute suspicion d'encéphalite virale à herpès doit faire débuter en urgence un traitement antiviral par le cyclovir. Et c'est pour ça que je vais vous dire que le traitement d'encéphalite herpétique est l'extrême urgence. Elle devrait être précoce. Et la précocité de traitement par la cyclovir est corrélée, d'accord, au pronostic. D'accord? Traitement symptomatique, anticonvulsivant, antidimateur, les soins de nursing, peut-être, je dirais que Étienne, il est mieux placé en tant que réanimateur pour nous en parler, du traitement de l'œdème cérébral. La cyclovir intraveineuse, soit vous donnez par mètre carré, soit toutes les 8 heures, 10 mg toutes les 15 à 21 jours, pendant 2 heures, dans 250 cc de sérum salé à 9 pour 1000. Et il faut faire attention à la nephrotoxicité. C'est pourquoi je vous dis qu'il risque d'y avoir une perturbation des échanges à travers la barrière et si on ne fait pas attention à la fonction rénale, il y a risque de troubles neuropsychiatriques avec la cyclovir. Et donc, je ne vais pas trop m'attarder sur ça pour vous informer que la posologie de la cyclovir, vous devez tenir compte de la clairance en cas d'atteinte rénale. Et chez l'obèse, vous devez tenir compte d'ajuster au nom le poids. Rapidement, j'ai presque terminé, quand peut-on arrêter la cyclovir? Un, lorsque le diagnostic différentiel est établi avec certitude, ça va de soi. Deux, lorsque la recherche est négative par PCR sur 2 ponctions lombaires consécutives entre G0, G3 et G4. Bah, vous savez, j'ai dit au début, on peut avoir un tableau évocateur, on peut avoir des signes neurologiques qui font évoquer et qui font penser à l'encéphalite herpétique.
On fait l'IRM, on fait la PCR. Ils peuvent être tous les deux parfois normales. Par principe, la cyclovir a été démarrée et à G3, G4, PCR négatif et imagerie négatif. Là, voilà, c'est dans cette situation qu'on discute. Et puis, troisième situation, c'est la recherche négative par PCR sur une première PL réalisée après 3 jours ou 4 jours d'évolution. D'accord? Rapidement, la résistance aux antiviraux, c'est très très rare. Pronostic de l'encéphalite herpétique très mauvais. Mortalité très 70% sans traitement. Séquelles neurocognitive énorme. Et sur le plan pronostic, présence et intensité des troubles de vigilance, rapidité d'instaurer le traitement pour favoriser le pronostic de ces enfants. Pour terminer, vous savez que la sécrétion de cytokines au cours des infections herpétiques, si j'ai pris comme modèle de description l'encéphalite herpétique, va entraîner la sécrétion de cytokines, ça va recruter davantage de cellules immunitaires, ça va donner de la neuro-inflammation, et ça a été bien bien prouvé que c'est une neuro-inflammation, et il reste de donner au cours de après l'encéphalite herpétique, de la dépression, des désordres langagiers, des troubles de mémoire, des troubles cognitifs, des dysfonctionnements moteurs, de la microcéphalie chez le tout petit et même la maladie d'Alzheimer par la suite. Énormément, énorme, et beaucoup d'études qui se sont intéressées au devenir à moyen, long terme des encéphalities herpétiques, comme cette étude australienne qui a bien s'est intéressée à l'âge, d'accord, aux paramètres cliniques et à l'herpès 1 et 2, toujours mauvais pronostic dans même les pays en voie de développement. Alors, un petit mot pour terminer. Les encéphalities auto-immunes post-herpès, vous savez qu'il nous arrive parfois, moi j'ai 1 ou 2 cas, je me rappelle, dans le service, où des encéphalites herpétiques qu'on a traitées correctement, qu'on avait l'impression qu'ils ont bien évolué, et puis ils reviennent, d'accord, 1 à 2 mois après, d'accord, lorsque vous avez une évolution défavorable après une encéphalite herpétique bien traitée, pensez à l'encéphalite auto-immune post-herpès. Pour terminer, message sur le plan clinique, évoquer chez l'enfant plus grand devant toute confusion fibrée avec des anomalies neurologiques d'origine centrale, une méningoencéphalite virale, d'accord, qui convulse, des signes neurologiques focaux fébriles dans un contexte fébrile qui se répète et qui se prolonge. Ça devrait évoquer encore une fois l'encéphalite herpétique sur le plan paraclinique, l'imagerie cérébrale, retenez la sensibilité de l'IRM, ne pas retarder la ponction lombaire s'il n'y a pas de signe de focalisation. Maintenant, heureusement que l'apport de la biologie moléculaire, il est grandissant avec la PCR qui peut vous faire en quelques heures le diagnostic de l'herpès. Et la règle, c'est la cyclovir en urgence de façon probabiliste d'abord et on réfléchit après. Je vous remercie. Mon collègue Étienne va vous traiter les encéphalites post-infectieuses et auto-immunes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Bouskraoui, pour votre exposé. Alors, je pense que tout le monde a bien retenu vos 4 règles essentielles. Le diagnostic de l'encéphalite aiguë reste, on va dire, assez facile. Il repose sur la clinique, donc troubles de conscience, fièvre, signes neurologiques, sur un trépied, à savoir l'étude du LCR, l'IRM et l'EEG. Donc, je pense que Exactement. j'ai bien C'est récapitulé. bien. Ah oui, oui. Donc, Voilà, ça veut dire que j'ai bien expliqué. les messages ont été clairs. Donc, on n'a Ah, pas, très on bien. n'a pas droit à l'erreur. Chaque fois qu'on y Ouais, pense, il faut démarrer la cyclovir. C'est une règle qu'on dit toujours à nos jeunes qui sont là aux urgences. Démarrer la cyclovir au moindre doute. Moi, je rajouterai, n'oubliez pas le 3e flacon de LCR. Chaque fois, même quand tout à vous êtes fait. le soir,
quand on n'a pas la PCR à portée de main, mais gardez Exact. quand même ce troisième tube. Et je rajouterai Ouais. attention aux convulsions fébriles. On les démystifie, on essaye de démystifier parce que la convulsion fébrile reste quand même une pathologie bénigne. Ça nous a permis de réduire beaucoup de ponctions lombaires parce qu'avant, systématiquement, on les faisait. Mais attention aux convulsions fébriles chez le moins de 1 an. Attention à l'encéphalite herpétique, ça peut être une convulsion fébrile simple, peut être la manifestation d'une encéphalite herpétique. Voilà. Donc, Parfaitement d'accord. Merci. vous remercie beaucoup pour votre présentation et sans trop tarder, vous avez aussi respecté le temps, c'est très bien. Et donc, sans trop tarder, nous allons donner la parole à notre intervenant, deuxième intervenant, professeur Étienne Jaouvet, qui est professeur des universités, praticien hospitalier aux Hospices civils de Lyon. Il est chef de service de réanimation pédiatrique et il va nous parler des autres encéphalites aiguës, à savoir les encéphalites inflammatoires chez l'enfant. La parole est à vous, professeur Étienne Javoué. Eh bien, bonjour. Bonjour à tous et merci pour l'invitation à évoquer donc, ce sujet complexe des encéphalites aiguës inflammatoires de l'enfant. Donc, j'ai préparé cette présentation avec mon collègue aussi de Strasbourg, le docteur Michael Lévy, qui m'a prêté quelques diapositives et qui connaît bien le sujet. Alors, tout d'abord, pour commencer, je voulais vous présenter le plan que je vais suivre. Je vais parler essentiellement des encéphalites inflammatoires non infectieuses, mais surtout des encéphalites auto-immunes. Je parlerai un petit peu des diagnostics différentiels et c'est quand même un gros sujet quand on a un enfant avec des troubles de conscience fébriles ou avec des convulsions. Et on a vu qu'on pouvait avoir déjà les étiologies infectieuses, mais il y a encore beaucoup d'autres causes de tableaux similaires et j'en dirai un petit mot. Enfin, j'insisterai sur la stratégie parce qu'il y a vraiment une vraie stratégie diagnostique en différentes étapes pour progresser dans le processus diagnostique et si on ne respecte pas ça, on peut faire des bêtises dans l'ajout de médicaments qui peuvent être potentiellement dangereux. Ensuite, la stratégie thérapeutique, elle va être bien sûr basée sur le diagnostic. Et parfois, comme vous l'avez dit, on n'a pas de diagnostic et on a des tableaux qu'on essaie d'étiqueter post-infectieux, on essaie de regrouper dans des entités, vous allez voir. Et ces données-là progressent quand même pas mal actuellement. Donc, j'insiste pas sur le diagnostic d'encéphalite, il vient d'être dit avec les piliers, les éléments clés du diagnostic. Mais encore, j'insisterai par rapport à ce qui était dit sur le fait que ces enfants, ils ont un trouble de conscience. Et donc, euh, il faut bien distinguer d'un enfant qui a une convulsion fébrile et qui récupère bien. C'est celui qui a des troubles persistants, un trouble de la relation, un trouble du comportement, voilà, et qui n'est pas comme d'habitude. Et c'est vraiment cela qu'on dit qu'il y a des signes encéphalitiques. Et donc, faire attention à ne pas mettre trop d'antiviral systématique devant juste des convulsions fébriles, mais avoir quand même des arguments pour dire il y a une encéphalite. Ça, c'est quand même important. Donc, effectivement, on a vu là, dans le précédent topo par mon collègue Ouskraoui, qu'il y avait toutes les encéphalites infectieuses. Et là, je vais vous parler un peu des encéphalites immunomédiées que sont l'encéphalopathie aiguë disséminée, les encéphalopathies auto-immunes à auto-anticorps, et puis toutes celles qui sont entre les deux, qui sont en fait maintenant un peu regroupées dans cet article très récent publié par Sakuma dans the Med Child Neurology 2025 sur ce qu'on appelle les syndromes encéphalopathiques déclenchés par les infections. Donc, dedans, on va mettre les para-infectieux, les post-infectieux, mais qui ne sont pas des maladies inflammatoires ni auto-immunes. Donc, c'est ça qui est complexe parce que maintenant, on essaie de les distinguer justement de ces maladies auto-immunes et ces maladies purement inflammatoires type ADEM. Et vous allez voir, il y a différentes entités comme l'acute encephalopathie with biphasic seizure and late reduced diffusion. Donc ça, c'est des données à la fois cliniques et radiologiques qui permettent d'identifier cette entité. Les acute necrotizing encephalopathy, donc là, c'est les encéphalopathies nécrosantes et ça qui vont toucher surtout les thalamies qu'on voit par exemple en post-grippe
Et puis des tableaux un peu plus euh, caractéristiques avec une atteinte essentiellement du corps calleux, le MERS, et d'autres syndromes qui donnent des tableaux extrêmement fébriles avec un œdème cérébral et un choc, ce qu'on appelait autrefois les syndromes d'hyperthermie majeure, qui parfois peuvent être déclenchés par un virus et qui ont entraîné une défaillance multiviscérale avec une CIVD et des séquelles dramatiques. Donc vous avez le premier exemple ici sur cette diapositive, le tableau d'encéphalopathie avec épilepsie en deux phases. Un enfant qui convulse de manière légère au départ, une IRM quasi normale au départ, puis une deuxième phase avec une réaggravation des crises et cette fois-ci apparition de lésions temporales comme vous le voyez sur la première ligne au début, de la diapositive et des restrictions de diffusion montrant qu'il s'agit d'un processus nécrotique. Ensuite, sur la deuxième ligne, l'encéphalopathie nécrosante aiguë avec ces nécroses des thalamies qu'on voit bien aussi en diffusion. Et puis enfin, le troisième tableau d'encéphalopathie modérée avec les lésions du splénum du corps calleux. Alors, quel est l'intérêt de les classer? Eh bien, c'est qu'on commence à connaître maintenant un peu à la fois les triggers et les gènes de susceptibilité. Probablement, on sait maintenant que le, ce n'est pas n'importe qui va faire une encéphalopathie nécrosante ou une ESD. Il y a un terrain favorisant génétique. Donc pour le ESD, c'est le gène SCN1A. Et puis pour les encéphalopathies nécrosantes, vous savez, RAND-BP2, qui est un gène qu'on retrouve dans les enfants qui font des grippes avec encéphalopathie répétitive. Et il y a des cas familiaux avec des vrais cas dans la famille qui se répètent. De la même manière, RNH1, nous on a eu une famille récemment qui avait ce gène-là avec des grippes et des hépatites en même temps assez sévères qui peuvent régresser, mais malheureusement qui peuvent aussi conduire au décès. Donc il y a des facteurs génétiques et donc c'est important d'identifier ces entités sur le plan clinique radiologique. On voit bien que c'est une entité à la fois clinique et radiologique pour qu'on puisse proposer aux parents éventuellement un dépistage des susceptibilités génétiques qui pourra conduire à des précautions de prévention, par exemple sur la vaccination, quand je parle de la grippe, mais également d'intervention plus rapide pour éviter un œdème cérébral ou des lésions nécrosantes. Mais on n'a pas encore vraiment débouché sur les thérapeutiques spécifiques de ces syndromes. Alors, les autres diagnostics différentiels qu'il faut éliminer toujours, hein, c'est les encéphalopathies métaboliques. Donc, pour moi, tout enfant qui a une suspicion d'encéphalite doit avoir une ammoniémie dosée. Il faut doser l'ammoniémie pour éliminer une anomalie du cycle de l'urée, une encéphalopathie hépatique, une cytopathie mitochondriale parfois. Et donc, il faut chercher le lactate, l'ammoniémie dans ces tableaux un peu de troubles de conscience inexpliqués, même après un trigger infectieux, puisque ça peut tout à fait être décompensé au cours de l'infection. Il peut y avoir aussi des causes nutritionnelles, hein, les carences en B1 qui donnent des tableaux de Gaillet-Wernicke, les troubles hydroélectrolytiques et les hyponatrémies, les intoxications qui peuvent mimer vraiment une encéphalite et qui parfois conduisent à faire des PL, des IRM à des enfants qui en fait ont juste ingéré malheureusement du cannabis qui traînait chez eux. Et puis au niveau vasculaire, des thrombophlébites cérébrales qui peuvent se présenter tout à fait comme des tableaux fébriles avec des convulsions et des trous de conscience, des AVC, les PRES syndromes, et puis quelques maladies plus rares, le neurolupus, la neurosarcoïdose, le syndrome d'Hashimoto, euh, par exemple. Donc, bilan d'ammoniémie, mais aussi bilan toxicologique quasi systématique afin de ne pas louper une intoxication et de répéter des examens inutiles, voire dangereux pour des enfants, alors qu'il y a juste une intoxication. Juste pour avis épidémiologique, vous avez ici en Angleterre, sur 11 ans, 1000 enfants avec encéphalite, 79% étaient ventilés, 22% recevaient des traitements vasoactifs et 6% étaient dialysés, avec une mortalité de 8%. Et dans cette étude, très curieusement, 72% des cas n'avaient aucune cause retrouvée. Et les causes retrouvées, eh ben, on retrouve l'herpès, comme l'a été dit par mon collègue, mais également les ADEM qui viennent quand même quasiment en même fréquence.
Euh, voilà. Les encéphalites NMDA, on va en parler après, elles sont là, elles sont quand même plus rares. Alors, une autre étude qui a été réalisée à Robert Debré, mon collègue m'avait rapporté ça, le docteur Lévy, c'est une thèse qui a été faite par le docteur Liénard et qui avait rapporté 106 patients avec encéphalite à Robert Debré entre 2005 et 2018. Et là, on voit qu'il y en a 46% qui étaient en état de mal, 80% en convulsion, 46% en coma, et à peu près de la même manière, à peu près un quart qui était en support hémodynamique. Donc les causes infectieuses, bien entendu, arrivent en premier, mais les causes indéterminées, là, dans cette étude, c'est que seulement 43% par rapport aux Anglais qui étaient à 72%. Et maintenant, de plus en plus, on arrive à documenter, en tout cas en France, grâce à la disponibilité des mesures d'anticorps, ce qui n'est pas, j'en conviens, partout possible. Euh, Vous voyez ici, encéphalite anti-NMDA, anti-aquaporine 4, anti-MOG et les ADEM. Alors, comment ça marche? En fait, dans les encéphalopathies auto-immunes, euh, en fait, la plupart du temps, ce sont des antigènes à la surface des cellules ou en intracellulaire qui sont reconnus par le système immunitaire cérébral et qui vont entraîner euh, la reconnaissance de cet antigène par l'organisme et comme étranger et qui va produire lui-même des anticorps qui vont aller détruire les neurones ou les synapses où l'antigène s'est localisé. Et donc, on va avoir soit des anticorps antirécepteurs, soit des anticorps onconeuronaux. Donc, pour moi, la stratégie doit être la suivante. D'abord, éliminer les causes infectieuses traitables. Donc, vous avez présenté l'herpès, j'ajouterai le paludisme, le CMV, le Lyme, ceux pour lesquels on peut traiter rapidement et qui améliorent l'enfant de manière euh, drastique quand il s'est fait précocement. Donc, pour ça, il faut faire des PCR, il faut faire un frottis TPS à le moindre doute, faire des sérologies dans certains cas. Ensuite, rechercher les causes infectieuses plus rares, mais ça va prendre du temps. Et le problème, c'est que l'enfant va continuer à se dégrader éventuellement. Donc, malheureusement, des fois, et en plus, on n'a pas forcément de traitement, comme la rage, la fièvre jaune, les arboviroses. Donc, l'important, c'est de faire un bon traitement symptomatique, j'y vais y revenir, et de continuer la démarche étiologique. Et donc, en continuant, vous allez faire un bilan toxique, métabolique, des maladies de système, l'ammoniémie, le lactate, les vitamines, la TSH, et les anticorps anti-DNA pour des neurolupus, par exemple. Et vous allez faire, bien sûr, le trépied, imagerie, PL, EEG, qui va vous orienter. La deuxième étape, c'est vous avez deux situations. Soit vous n'avez pas d'agent infectieux traitable retrouvé et qu'il y a malgré tout un contexte infectieux préalable et une IRM qui est très évocatrice, eh bien c'est le cas des ADEM, hein, on va en revenir dessus, et des encéphalites, encéphalopathies post-infectieuses, comme j'ai dit, avec toutes ces entités regroupées sous le nom de ITES. Et puis, l'autre situation, c'est vous avez d'une part pas d'agent infectieux traitable, pas de contexte très clair infectieux, mais un enfant qui a des signes neurologiques, psychiatriques, des signes neurologiques focaux. Et là, on va évoquer, parfois fébrile, hein, avec une encéphalopathie auto-immune ou une maladie immunitaire. Et c'est là que la deuxième ponction lombaire va avoir tout son intérêt pour rechercher les anticorps neuronaux, ce qu'on appelle le neuropile, réaliser une électrophorèse, immunoélectrophorèse des protéines dans le LCR et dans le sang, plus ou moins doser les cytokines, notamment l'IL-6 dans le LCR ou l'interféron, et quelques biomarqueurs. Et au niveau sanguin, on peut aussi doser ces anticorps. Il y a certains anticorps qui sont plus fréquents dans le sang, comme les anticorps anti-MOG, par exemple. Et puis rechercher les autres défaillances d'organes, parce que des fois, on s'oriente par l'atteinte hépatique, par l'atteinte rénale de certains syndromes. Donc voici sur cette diapositive les critères qui ont été retenus pour affirmer qu'il s'agit bien d'une encéphalopathie auto-immune, donc un caractère subaigu avec des troubles de mémoire, des troubles de la conscience ou des troubles psychiatriques. Donc ça, c'est le premier critère. Ensuite, il faut un deuxième critère qui est soit des anomalies focales du système nerveux central, soit des crises convulsives, soit une pléocytose à l'APL, soit à l'IRM, des lésions d'encéphalite assez typiques.
Et le troisième critère, c'est qu'on a éliminé, bien entendu, toutes les causes alternatives, toxiques, métaboliques, mais aussi infectieuses. Donc, si on a éliminé tout ça, qu'on a un tableau comme ça, on doit évoquer les encéphalopathies auto-immunes et celles qui sont les plus fréquentes, les les encéphalites auto-immunes à auto-anticorps NMDA récepteurs, le GAD65, qui est une des plus fréquentes également, et puis le récepteur GABA et les antimog. Alors, on va détailler surtout l'encéphalopathie à anticorps anti-récepteur NMDA, qui touche 0,6 cas par million d'habitants et par an. Donc, il y a à peu près 40 à 50 nouveaux cas par an au centre de référence de cette maladie en France, avec un âge moyen de 22 ans. 40% des patients ont moins de 18 ans, donc c'est vraiment là en pédiatrie que beaucoup de cas sont diagnostiqués, avec un âge moyen de 10 ans. Une nette prédominance féminine qui diminue avec l'âge. Donc plus l'enfant est jeune, plus ça concerne des jeunes filles. Et avec souvent, encore une fois, des prodromes de type infectieux, fièvre, syndrome pseudogrippal. Et une particularité de ces encéphalites à anti-NMDA, c'est qu'elles peuvent s'associer à des tumeurs ovariennes et sont parfois des phénomènes paranéoplasiques. Et ce phénomène paranéoplasique, plus l'enfant est âgé, plus le risque d'avoir une tumeur ovarienne est important. Donc, c'est-à-dire chez les adolescents et jeunes adultes, il faut rechercher à tout prix une tumeur ovarienne. C'est beaucoup plus rare chez les petits et les jeunes filles avant 10 ans. Hein, vous voyez sur le graphique plus bas que en rouge, la fréquence des lésions ovariennes en fonction de l'âge en abscisse. Je vous ai mis ici les centres en France qui font le dosage d'anticorps. Il y a Lyon et Paris. Et à Lyon, le service de Monsieur Honora a été vraiment un des premiers pionniers dans cette maladie et est capable de tester tout l'ensemble des auto-anticorps. Alors, comment ça se présente? Eh bien, c'est au début, ce sont des enfants qui vont avoir des troubles du sommeil, des crises convulsives et des troubles psychiatriques. Ils ont un changement de comportement très clair, une agitation, ils ne sont pas normaux, les parents ne les reconnaissent pas. Et puis, petit à petit, ces troubles cognitifs vont apparaître, ils vont avoir des troubles de mémoire, ils vont avoir des troubles dysautonomiques, des mouvements anormaux et surtout des dyspraxies bucco-faciales. Ça, c'est très évocateur. Et des troubles psychiatriques. Donc, si vous avez troubles psychiatriques, mouvements anormaux, dysautonomie, il faut vraiment évoquer l'encéphalite anti-NMDA. Parce que vous aurez déjà éliminé de toute façon l'herpès, qui aussi parfois donne des troubles psychiatriques, notamment chez l'adolescent. Et ils ont souvent des idées délirantes, des hallucinations, des agitations et ces dyskinésies orofaciales assez caractéristiques, qui ne sont pas faciles à traiter d'ailleurs sur le plan antiépileptique. Donc, ces enfants ont parfois des formes très graves avec des troubles dysautonomie, des troubles respiratoires qui les conduisent en réanimation. Et ces formes sont d'autant plus graves que l'enfant est âgé. Et vous avez souvent cette évolution en 3 phases, avec la première et les 2 premières semaines où les troubles vont s'instaurer, avec les troubles psychiatriques, le mutisme, des troubles de mémoire, les dyskinésies. Puis viennent les troubles, les convulsions vont s'accentuer, les troubles dysautonomiques vont s'aggraver avec une hypoventilation, et ces enfants qui vont être intubés, ventilés. Et puis après, il y a une phase de récupération, si on arrive à faire le diagnostic ou spontanément. Donc les 4 examens clés, bah, c'est l'IRM, l'APL et l'EEG, comme dans les encéphalites virales, mais ici, il va falloir aussi rechercher les anticorps. Cela dit, on ne va pas attendre forcément le résultat des anticorps si le diagnostic clinique est évoqué par IRM-P et l'EEG sont très évocateurs d'encéphalopathie auto-immune. On va aller jusqu'au traitement pour pas ne retarder le traitement, parce qu'on va le voir, la précocité du traitement, encore ici, peut améliorer le pronostic. Alors, la difficulté, c'est que au début, l'IRM est souvent normale, parce que vous voyez, elle est anormale que dans la moitié des cas, avec surtout une atteinte temporale et temporofrontale qui n'est pas spécifique. L'APL, elle est souvent anormale, mais pas toujours tout de suite, et avec une légère hypercellullarité, c'est tout, ou une hyperprotéinorachie avec sur ce qui est caractéristique, la production de bandes oligoclonales. Donc il faut faire une immunoélectrophorèse dans le LCR et dans le sang au même moment, et vous allez voir cette production intrathecale
euh, oligoclonal qui va évoquer la production d'anticorps. Donc, même sans avoir la capacité à isoler les anticorps, vous pouvez déjà faire ça. Et si vous avez ce critère-là, plus les données cliniques que je vous ai dit auparavant, vous pouvez, à mon avis, évoquer cette maladie. Pour les anti-GAD65, ce sont des encéphalites plutôt limbiques, à début subaigus, avec des troubles cognitifs, troubles de mémoire et des troubles ataxiques. Et enfin, une épilepsie temporale. Ça touche plutôt les filles qui ont des antécédents de maladies auto-immunes. Donc là, si vous avez des antécédents de diabète, thyroïdite, vitiligo, il faut évoquer cette maladie. Ils ont les mêmes données IRM que les encéphalites NMDAR. L'EEG, pareil, quelques décharges multifocales, mais rien de spécifique. Et c'est surtout les anticorps dans le sang, les LCA, qui vont faire le diagnostic. L'ADEME, c'est quelque chose que vous devez connaître beaucoup mieux, que c'est un peu plus fréquent. euh, et ça touche chez les jeunes enfants, hein, 3 à 7 ans. C'est plus fréquent chez le garçon, pour le coup. On peut voir ça en post-infectieux, en post-vaccination. Euh, donc, ils sont tous des troubles de conscience, hein, par définition, puisque c'est une encéphalite. Euh, Ils ont fréquemment de la fièvre, des céphalées, des crises convulsives, mais ce qui est caractéristique ici, c'est des troubles neurologiques focaux, troubles du langage, déficit des nerfs crâniens, et ils ont un syndrome pyramidal, ils ont une ataxie cérébelleuse dans 40% des cas, et on peut voir même des névrites optiques. La pléiocytose est plus fréquente que dans les encéphalites NMDA, mais elle est rarement importante, à environ 100 cellules simplement, à prédominance lymphocytaire, et une protéinorachie modérée. Et le G va montrer essentiellement un ralentissement, mais rien de spécifique. Donc vous avez ici dans le tableau tous les agents pathogènes, infectieux, bactériens, viraux et parasitaires qui peuvent déclencher un processus d'ADEME. À l'ADEME, vous allez avoir des lésions IRM très caractéristiques parce qu'elles sont bilatérales, multifocales, touchant la substance grise, la substance blanche. Donc, si ça touche plus la substance blanche, on va parler d'ADEME typique. Si ça touche les formes déminisantes, euh, euh, on a des lésions un petit peu différentes en termes de localisation. C'est là qu'on arrive à les distinguer entre ce qui est maladie démininisant et ADEME typique. Vous avez ici la différence. Donc ça, les radiologues sont capables de vous le dire. Si le radiologue est bien calé en neurologie, il va être capable de vous dire, ça évoque plutôt une ADEME, ça c'est plutôt déméninisant. Et ça peut vous orienter pour votre traitement. Parce que dans les formes déménisantes, il y a cette MOG qui est myéline oligodendrocyte glycoprotéine. Et quand il y a des anticorps anti-MOG, on a vraiment un tableau un peu d'ADEME, mais avec une forme déménisante plus importante. Ça peut se présenter soit sous forme ADEME, soit sous forme de névrite optique isolée, soit de myélite transverse ou de neuromyélite optique. Le traitement, c'est les corticoïdes plus immunoglobuline, avec un pronostic plutôt bon, mais des récurrences importantes, même plus fréquentes que dans les ADEME typiques. Alors, quand on les distingue des encéphalites auto-immunes NMDA, eh ben, vous pouvez avoir ces distinctions-là. En rouge, c'est tout ce qui est plus fréquent, donc c'est les troubles dans les encéphalites NMDA, il y a plus de troubles psychotiques, plus de dyskinésie, je vous l'ai dit. Inversement, dans les MOG en vert, vous allez avoir plus de faiblesse motrice, plus d'atteintes sensitives, plus de troubles cérébelleux et d'anomalies IRM de type ADEME. Et donc, ça permet de les distinguer de ces deux types de maladies auto-immunes encéphalitiques. Alors, le traitement de tout ça, bon, déjà, il faut éliminer les causes infectieuses traitables. Ensuite, on élimine les principaux diagnostics différentiels, je vous l'ai dit, vasculaire, toxique, métabo, hypertension. On fait des explorations complètes cliniques. Et là, je vous ai montré l'importance de la clinique quand même. J'ai rajouté 3 examens qui peuvent être aidés. Le fond d'œil, si on trouve une névrite optique, ça peut nous orienter. Le Doppler transcrânien pour monitorer l'œdème cérébral et rechercher les signes d'HTIC. Le diamètre de l'enveloppe du nerf optique qui est capable aussi de détecter une HTIC chez les patients. Biologiquement, les anticorps antineuronaux sans ELCR, l'immunoélectrophorèse sans ELCR, des marqueurs d'auto-immunité, si on peut, des cytokines du LCR qui peuvent parfois nous aider, IL6, interféron alpha, et le bilan des autres organes. Enfin, euh, pour tous, et ça c'est vraiment très important, il faut être très strict dans le traitement symptomatique initié. C'est des enfants qui sont à risque d'œdème cérébral, à risque de crise,
et donc qui peuvent faire une hypertension intracrânienne. Donc c'est pour ça qu'il faut viser le normotout, comme on dit, hein, normothermie, normocapnie, normoxie, normovolémie. Et la neuroprotection repose sur un traitement antalgique, un enfant qui doit être au calme, dans le sombre, la tête surélevée, avec un confort maximal et avec une prévention des thromboses. On traite activement l'hypertension intracrânienne et les crises convulsives en essayant de monitorer le EEG continu ou l'amplitude, le EEG d'amplitude. Et on corrige tous les troubles ioniques, notamment l'hyponatrémie qui peut être délétère et aggraver les troubles neurologiques. Je vous ai mis ici le traitement spécifique qu'on peut proposer dans ces encéphalites auto-immunes. À gauche, dans le cas des ADEM et des antimog, qui va reposer surtout pas sur les bolus de corticoïdes, et en cas d'absence de réponse sur les échanges plasmatiques. Et dans l'encéphalopathie NMDA, il faut distinguer les formes classiques, standards, où on va essentiellement faire des bolus de corticoïdes, et des formes très graves en réa avec atteinte dysimmunitaire, dysautonomique, pardon. Eh bien là, il faut associer au bolus de corticoïdes d'emblée des échanges plasmatiques, être plus agressif parce que ces enfants, plus on arrive tôt dans le phénomène et plus on agit tôt, plus le pronostic sera meilleur. Je vais vous le montrer par la suite. Et enfin, si ça échoue à tout ça, on va faire du rituximab ou du cyclophosphamide. Le cyclophosphamide sera utilisé plutôt dans les formes avec tumeur ovarienne en phénomène paranéoplasique. Alors le pronostic, ben, vous avez une étude française de Mazo Viecki qui a été publiée en 2025, là, qui est toute récente, qui vous fait un recensement de 104 cas, ce qui est quand même assez exceptionnel, avec un suivi médian de près de 40 mois. Et vous voyez que 68% des cas avaient une mauvaise récupération, avec essentiellement des troubles cognitifs. Les séquelles motrices sont beaucoup plus rares, 11%, mais les séquelles cognitives et les difficultés scolaires touchent plus de 50-60% des patients. Et les facteurs qu'ils ont retrouvés dans cette étude comme associés au mauvais pronostic, c'est le jeune âge au moment du diagnostic, un score NEOS, déjà je vais revenir dessus, élevé, et des marqueurs sanguins comme le NFL ou l'IL6. Donc, dans le corps NOS, il y a le fait que l'enfant soit en réa, le fait qu'il y ait une cellularité dans le LCR, une IRM anormale et l'absence de traitement immunomodulateur dans les 30 premiers jours, d'où l'importance de traiter tôt, et l'absence d'amélioration après immunothérapie. Dans les ADEM, on a une mortalité qui est beaucoup plus faible, une récurrence par contre plus fréquente, hein, 15 à 20% vont avoir des récurrences, et certains vont progresser vers une sclérose en plaques, et dans 17% des cas. Et la récupération, elle est complète quand même dans la majeure partie des cas, contrairement au NMDA, avec un déficit léger modéré ou déficit modéré grave dans seulement 18% des cas. En conclusion, les encéphalopathies et encéphalites inflammatoires auto-immunes, c'est la deuxième cause d'encéphalite chez l'enfant. Ce sont des entités qui sont de plus en plus connues et décrites, notamment l'encéphalite à anticorps anti-NMDA et anti-MOG et les ADEM. Mais il y a encore plein de choses à découvrir pour les autres para-infectieuses, hein, je vous l'ai dit. Même si on essaie de les regrouper dans des entités clinico-radiologiques, on n'a encore pas de solution thérapeutique. Par contre, la clinique elle est importante. Si vous avez des troubles psychiatriques, une dyskinésie, évoquez l'encéphalopathe NMDA. Si vous avez des déficits focaux, une ataxie, plutôt des ADEM, avec des sex ratios dans ces deux pathologies qui sont différents. Et puis, dans le traitement, je crois que c'est très important d'insister sur le fait d'être rigoureux et strict dans le contrôle de ces enfants, dans la surveillance de ces enfants en réanimation ou en soins intensifs, avec le contrôle strict des axos, la détection de l'HTIC, le traitement actif des crises, et quand on peut, faire l'immunothérapie, déjà par corticothérapie, plus ou moins échange plasmatique dans les formes graves. Voilà, je vous remercie. Merci énormément, professeur Javoué. Vous avez simplifié ce qui est difficile. C'est pas, si, Et si. oui, alors je vous assure que c'est pas évident pour tout le monde, mais vous l'avez fait très simple. Donc, effectivement, comme vous l'avez dit au début, maintenant, ces encéphalites inflammatoires ou auto-immunes, donc on a actuellement une grande panoplie. Donc, c'est les fameuses FIRES
qu'on entend de plus en plus parler. C'est des enfants qui viennent tout d'abord pour des crises convulsives sévères, d'emblée, état de mal, qui sont hospitalisés en réanimation. On ne sait pas, est-ce que c'est des encéphalites infectieuses? Donc, on fait la première PL, la deuxième PL. L'IRM cérébrale n'est pas vraiment orientatrice. Par la suite, on commence à se poser des questions. Est-ce que c'est des encéphalites auto-immunes? Les anticorps sont tous négatifs. Et actuellement, effectivement, il y a ces petites entités qui commencent à émerger, les MERS, les encéphalites nécrosantes. Et là, on comprend de mieux en mieux, mais effectivement, on n'a pas de traitement. On essaie avec les corticoïdes, on essaie avec les immunoglobulines. On voit que l'état de conscience de ces enfants ne s'améliore pas vraiment. Des fois, on se dit que c'est les enfants qui sont installés, que c'est des enfants qu'on va gérer par la suite comme un handicap, avec toute la prise en charge par la suite. Mais ce qui est important, ce qu'on a pu nous instaurer à Casablanca, c'est une discussion multidisciplinaire entre les neuropédiatres, les réanimateurs. On est tout en contact, surtout pour ce genre d'enfants. Et donc, on essaie de gérer ensemble ces enfants qui sont très difficiles. On discute avec les radiologues, on réinterprète, interprète et réinterprète. On fait souvent des EEG à répétition pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et on essaie de gérer au maximum comme on peut. Et malgré les moyens limités, surtout pour les anticorps, on essaie de les faire, comme vous l'avez dit, au niveau du SRR, au niveau du sang. Et des fois, donc, on n'y arrive pas. On est plus clinicien, plus qu'autre chose. Et c'est cette prise en charge multidisciplinaire qui est l'essentiel dans la prise en charge de ces enfants. Ouais, je suis bien d'accord, je pense que, mais comme je le dis, les anticorps, on les a même un peu tard, nous aussi, hein. Oui, Et donc, en fait, c'est des diagnostics qu'on fait un peu a posteriori au cours de l'évolution, mais ça n'empêche pas de l'essayer, de les classer vraiment avec une sémiologie fine, exact. à la fois clinique et radiologique, pour Mhm. permettre de les catégoriser et du coup d'essayer de les traiter plus tôt. Parce que si on les reconnaît plus tôt, on peut proposer les corticoïdes ou les échanges plasmatiques plus tôt et on voit que le pronostic change. Exactement, oui. Surtout pour les encéphalites à NMDA. Mm. On a vécu des cas assez sévères qu'on a pu repêcher, qui se sont améliorés d'une manière spectaculaire avec juste les immunoglobulines. Donc, effectivement, donc rien que sur la clinique, sur les dyskinésies, sur l'état psychiatrique, donc avec les hallucinations, etc. Donc, on s'est dirigé, on s'est dit peut-être que c'est une encéphalite à NMDA, on a traité et on a eu des résultats extraordinaires. Dans ce sens-là, si vous permettez, il y a pas mal d'encéphalites qui risquent d'atterrir chez les psychiatres et les pédopsychiatres. Donc, Exactement, oui, il faut les sensibiliser dans ce sens-là. Ouais. exactement, oui, oui. Oui, c'est tout à fait vrai parce qu'au service Mm, des urgences, on voit souvent des enfants qui arrivent comme ça, avec des signes neurologiques, des enfants qui présentent des troubles de comportement, troubles psychiatriques, Mm, il est agité, il est anxieux. Alors la mm, règle, comme l'a si bien précisé professeur Étienne Javoué, c'est qu'il faut toujours, nous on commence toujours par éliminer ce qui est simple, à savoir tout ce qui est toxicologique et tout ce qui est métabolique. Je pense que c'est le message aussi à passer avant d'adresser un enfant pour un avis psychiatrique, commencez d'abord par éliminer tout ce qui est organique. absolument. Et nous exactement. avons même vu des cas d'encéphalite post-orage qui étaient adressés pour des troubles psychiatriques alors que ce n'était pas le cas. Donc, on doit retenir je veux dire, cette leçon. Et puis, moi, ma question pour vous, si vous Bouskelaoui, c'était surtout pour l'encéphalite post-rougeole. Parce que quand même, on a Ouais, connu une vraie épidémie. On s'attend, on se dit, on attend oui. les formes subaiguës. On n'en a pas encore vu. Ouais, ouais, ouais. Les formes Non, non, subaiguës, mais on les attend parce bah, qu'on vient de je, terminer au mois de je- juillet, donc on attend les 2 mois, 3 mois. Alors, tout à fait. qu'en est-il des encéphalites qui sont survenues en pleine épidémie? Parce que ce qu'on a vu Alors, surtout, c'était ouais. des pneumonies vraiment très graves, Mm, des mm, cas de convulsions fébriles, voilà. ouais. Mais alors, je voudrais bien savoir.
Alors, dans la série de Marrakech, parce que vous savez que l'épidémie a commencé par le sud du Maroc, d'accord, pour plusieurs raisons, il a monté vers le nord par la suite, d'accord. Et là, dans la série que nous avons travaillé ensemble à Marrakech et sa région, il y a un certain pourcentage d'encéphalite rougeoleuse, post-rougeole, et donc qui se sont manifestés par troubles de conscience, d'accord, quelques semaines, d'accord, après la rougeole. Donc, tout à fait, nous avons bien constaté un certain nombre d'encéphalites, d'accord, mais bien sûr, j'espère qu'on ne va pas voir d'autres encéphalites tardives. C'est une remarque pertinente, j'espère qu'on ne va pas les voir. Ah, voilà. À Ouais. chaque fois qu'on voit des comme ça, on demande, surtout les petits, est-ce que vous avez fait une rougeole? Est-ce que vous avez été hospitalisé? Donc, Mais en essayant de repêcher. l'idée, c'est fondamental. Nos jeunes médecins, nos jeunes internes résidents devraient être bien sensibilisés au diagnostic d'encéphalite. Oui, Parce que c'est vrai, tu l'as bien expliqué au début, c'est que on va pas tenir trop alarmer les gens, mais il faut leur donner les réflexes, les messages clés pour savoir évoquer l'encéphalite et ne pas tarder à démarrer. D'ailleurs, Étienne, il a beaucoup insisté aussi sur les critères diagnostiques au début d'une encéphalite infectieuse, que ne pas mettre trop d'aciclovir de l'autre côté aussi. Donc, il y a un juste milieu. Savoir évoquer, savoir raisonner, savoir contacter le senior on évoque le diagnostic d'encéphalite, discuter avec l'équipe de garde. Et ça a été dit aussi par Iman, souvent c'est une approche multidisciplinaire. Voilà. oui, ça c'est vrai. Tout à fait. Et je voudrais aussi vous poser une question concernant les encéphalites, parce que vous avez beaucoup insisté sur les encéphalites post-herpétiques. Les Ouais. autres, alors le mycoplasme, on entend beaucoup parler des formes neurologiques qui surviennent après Ouais, une ouais, pneumonie à ouais, ouais. mycoplasme. Très bonne question. Et voilà, donc surtout moi en période Ouais, hivernale, chaque fois que quelqu'un ouais. convulse, on me dit, On voit mais très il rarement. fait une encéphalite à mycoplasme. Non, on voit très rarement parce Très que rare, maintenant, oui. finalement, la microbiologie a été beaucoup développée par professeur Nabila Sola au CHU de Marrakech et par l'hôpital militaire avec professeur Zoël à Marrakech. Nous avons beaucoup de facilité à avoir des PCR. L'hôpital militaire et le CHU se complètent et on est vraiment gâté de ce côté-là sur le plan diagnostic. Vraiment, la biologie moléculaire nous a énormément aidé. Et donc, l'encéphalite, je pense que ça apporte énormément de choses. Et donc, je pense qu'on a très peu de cas peut-être un cas tous les 3 4 ans, je ne sais pas comme ça. Et c'est très peu. Par contre, là, on a des soucis. Je vais relancer la balle à Iman Shahid. C'est Mhm, que les encéphalites auto-immunes, c'était la suspicion d'encéphalite auto-immune. D'ailleurs, je pense que tu as discuté avec Soumia, notre mhm, neuropédiatre mhm, à Marrakech. Vous avez peut-être discuté, c'est l'accès aux anticorps, au dosage des anticorps chaque fois qu'on évoque une mhm. encéphalite auto-immune. D'ailleurs, la question qui risque d'être posée par nos collègues pédiatres, hein. On évoque l'encéphalite auto-immune finalement. Comment faire les prélèvements? Adressés à qui au Maroc? Étienne l'a bien exposé, mais au Maroc, qu'en est-il, Iman? C'est moi qui vais te poser la question. D'accord. Ouais. Alors, malheureusement, la plupart des CHU ne sont pas outillés. Des Mm. fois, bon, on a certaines batteries qui sont disponibles au CHU de Casa, mais vraiment, ça se consomme très rapidement parce que on n'est pas les seuls à les demander. Il y a aussi les neurologues adultes et on y Mm. pense très souvent, surtout quand on pense à une sclérose en plaques. Et là, on en voit de plus en plus surtout des scléroses en plaques qui démarrent par des hémates. Donc, Ouais. Ah oui. automatiquement, on fait toute la batterie au début, tous les anticorps, Mm. y compris, donc, comme a dit le professeur Javoué, une électrophorèse au niveau du LCR pour justement prévoir donc, l'évolutivité de ces patients. Toutes les hémates, donc toutes les hémates, toutes les encéphalites, toutes les myélites sont considérées comme auto-immunes. Donc après, bien sûr, avoir éliminé tout ce qui est infectieux, sont considérées comme Mm. auto-immunes jusqu'à preuve du contraire. Et automatiquement, le prélèvement s'en fait. Malheureusement, ça coûte cher chez nous. C'est dans les environs de 6 000 dirhams toute la batterie, qui est Ouais.
bon, c'est l'équivalent de 550 € pour donc, des foyers moyens. C'est pas toujours évident. Des fois, on traite à l'aveugle et on laisse toujours, comme a dit professeur Kerboubi, un tube donc, au réfrigérateur au cas où il y aurait quelqu'un qui peut leur payer la batterie d'examen. Mais malheureusement, on a eu des cas avec des récidives comme ça, des MAD récidivants, sans Mm. jamais qu'on ait de vrais diagnostics. Est-ce qu'on est devant des EMAD récidivants? Est-ce qu'on est devant une CEP? Est-ce qu'on est devant autre chose? Et on passe automatiquement donc, au traitement de fond. Des fois, on va jusqu'au rituximab et ça marche très, très bien. Mais bien sûr, on ne peut pas démarrer le rituximab si on n'est pas pratiquement ou sûr que, donc, qu'on a tout éliminé, y compris les origines infectieuses. Alors moi j'ai justement une question, je voulais justement poser comment faire la différence entre l'ADEME et CEP si on veut rester un petit peu clinicien. Parce que souvent on a cette confusion-là et les gens posent la question. Et ma deuxième question, c'est aussi pour professeur Javoué, c'est que vu le manque de problèmes et puis vu le retard de résultats des anticorps, on a cette crainte de démarrer les bolus de corticoïdes. Certes, on a une hantise, on démarre l'antibiothérapie, on démarre la cyclovir, ça marche pas, et on a une certaine réticence à démarrer la corticothérapie. Eh oui. Alors, pour la corticothérapie, je pense que si on a fait bien son travail avant d'éliminer des causes virales évidentes, s'il n'y a pas de processus viral, je pense que le risque, il est quand même limité, quoi. À ce moment-là, c'est plutôt un test thérapeutique. Et donc, euh, je pense que ça peut valoir le coup de le faire, surtout dans une forme très évolutive, grave pour lequel on a l'impression qu'il nous échappe, surtout s'il y a une part d'œdème nécrosant. Là, il faut aller très vite, parce que si on attend, ben, malheureusement, il va peut parfois engager, hein. Donc, il faut vraiment s'acharner à faire tous les diagnostics différentiels, métaboliques euh, et infectieux, et après, faire ce test thérapeutique quand même. D'accord. Oui, Après, la distinction avec les maladies démyélinisantes, c'est ce que je vous avais Mm. montré sur la diapositive. Il y a quand même quelques données IRM qui sont évocatrices. Et puis après, s'il y a des antimog, il y a aussi les antimog, hein. Les antimog ont des formes récurrentes quand même plus fréquentes. Et dans les ADEM, il y en a qui vont évoluer vers d'autres antiques CEP, hein. Donc, ce n'est pas forcément facile de le dire au début. C'est vraiment l'évolution qui va nous le dire sous traitement, quoi. exactement. De toutes les manières, on a eu des formes de CEP qui ont démarré avec des hémates qui sont typiques. C'est cette récurrence avec la négativité des MOG. C'est surtout, des fois, on a tendance à dire hémate avec anticorps, anti-MOG négatif est une CEP cas preuve du contraire. Ouais. Donc, s'ils récidivent, je pense qu'il faut les considérer comme des CEP. Et comme l'enfant, donc, on a tendance à avoir les premières phases de myélinisation, c'est très difficile de diagnostiquer d'emblée la CEP. Donc, c'est des enfants qu'il ne faut pas lâcher dans la nature. Et si c'est une CEP, ils vont rapidement, très rapidement rechuter. Et c'est là où il faut donc démarrer un traitement de fond. Ouais. En tout cas, sur le plan pratique, le constat, c'est pas votre expérience de chacun, de chacune. Pour les ADEM, qui restent quand même, qu'on voit nous fréquemment aussi, même dans un service de maladies infectieuses, puisque j'ai aussi de la neuropédiatrie, les bolus corticoïdes, ça marche. Les ADEM répondent très bien aux bolus corticoïdes. Je ne sais pas quelle est votre expérience avec. Est-ce que vous avez le même constat ou autre? Je ne sais pas. Oui, ça marche très bien, hein. Enfin, c'est ce qui marche le mieux. C'est quand il y a une forme plutôt de la substance blanche, on est plutôt content. Quand on voit atteindre la substance blanche bilatérale et que c'est très marqué, on dit, ouh, celui-là, il va répondre aux corticoïdes, on est content, on va lui mettre des corticoïdes, ça va. C'est les autres qui sont plus inquiétants. Quand c'est des formes nécrosantes, que ça touche la substance grise, quand ça touche les thalamies, là, on est un peu plus. C'est moins spectaculaire l'amélioration des corticoïdes. Exactement. Ouais. Et il y a un point, je vais vous faire revenir sur les encéphalites herpétiques et les encéphalites infectieuses. Jadis, avant, les gens
un peu lorsqu'ils sont perdus, ils vont associer les antibiotiques, ils vont associer les antiviraux, ils vont associer même les antibacillaires, etc. Moi, je me rappelle des collègues qui m'appellent, qui ont tout associé, ils sont un peu perdus. Je pense que la biologie moléculaire a énormément aidé. La biologie moléculaire, les marqueurs de l'inflammation. Une bonne CRP, ça peut aider si vous n'avez pas de PCT, d'accord? Et la biologie moléculaire, vraiment, nous a beaucoup aidé, notamment le fulmaré, nous a beaucoup aidé. Seul truc, c'est que le fulmaré, il n'y a pas de Mycobacterium tuberculosis là-dedans. Parce qu'on arrive à deux cas de méningoencéphalite, à 2 cas de méningoencéphalite tuberculeuse par an quand même. Donc, la PCR, il faut savoir la demander au début. Avec une bonne IRM, je pense que ça peut régler pas mal de choses. Oui, je pense que vous avez, il y a quand même des petits pièges. Il y a quand même encore beaucoup de faux positifs aussi, par exemple la HV6, voilà, on retrouve la Oui, HV6 et on se dit, oulala, c'est des encéphalitites HV6, mais en fait, souvent c'est c'est, rien. ouais, Euh, Ça, faut pas les traiter. Et puis, l'herpès, on s'est fait avoir 2 fois là, en 6 mois, avec des formes précoces où la charge virale peut-être n'était peut-être pas encore très marquée, mais qui ont ouais, été positives 2 jours après, avec un enfant qui est revenu. Donc, les PCR multiplex sont peut-être un peu moins sensibles que les PCR spécifiques. Et donc, si vous avez une forte suspicion clinique, ouais, vraiment voilà. une forte suspicion Alors, clinique, crise ouais, temporale, non, atteinte mais, encéphalytique chez un nourrisson, et ouais. qu'il y a une multiplex négative et que vous êtes quand même, vous demandez à ce moment-là une PCR spécifique herpès, et des fois, c'est positif. Alors là, je reviens à ça. Ta remarque, elle est pertinente, mais c'est un bon microbiologiste, un bon laboratoire à côté qui interprète avant de vous donner. Il peut ne pas vous donner un faux positif, hein. D'accord? Oui. Les faux positifs, ça existe, mais aussi avec le fulmaré. L'exemple de la coqueluche aussi. Si vous avez une charge virale très réduite, vous risquez d'avoir une PCL fulmarée négative. Mhm. D'accord? Ça dépend de la charge bactérienne ou la charge virale, etc. Ça, c'est connu. Mais en tout cas, ça nous a Bien sûr. énormément aidé le fulmaré. Avant, on était un peu perdu parce qu'avec la tuberculose neuroménagée, avec les gens mettaient plaques, antibiotiques, antiviraux, antibacillaires, etc. Et le malade vient un peu avec les trois. Et vas-y, tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas arrêter, etc. Oui, tout à fait. Alors, Exactement. on a une question, si vous permettez. Alors, c'est marqué ici, je vais vous la lire. Les anticorps anti-TPO sont positifs chez une proportion importante de la population. Dans tableau d'encéphalite, comment peut-on être sûr que c'est de l'encéphalite d'Hashimoto et pas une autre? Est-ce que les TPO sont positifs? Alors, je sais pas si. Alors, il peut y avoir des faux positifs anti-TPO, mais si quand même, si vous avez un tableau évocateur d'Hashimoto avec anti-TPO positif, faut le traiter comme tel. Euh, Ouais. Après, quand il y a un désordre immunitaire, on le sait que parfois certains auto-anticorps s'allument un peu partout et il y a un désordre immunitaire, donc on peut avoir des réactions comme ça. Donc, il faut savoir interpréter avec la cohérence clinique et la forme clinique qu'on a devant nous, quoi. Oui. Alors, on a aussi une question qui se répète à chaque fois, c'est que comme l'enfant vient, la place de l'APL, il vient avec des convulsions, des crises partielles, on n'arrive pas à faire de PL, on la retarde, on démarre la cyclovir et l'antibiothérapie. Donc, refaire une PL après 2, 3 jours, ça fausse les résultats. Donc, il faudrait, on a aussi cette hantise Mais- de quand on pense à une PL, à ne pas la faire. Et ça, Non, oui, mais on ne retarde pas une PL, c'est... désolé. Quand on pense De à faire trop. une PL, il faut la faire. Il faut la faire, mais s'il y a des contre-indications, j'ai bien Voilà, dit, lorsqu'il y a des signes d'HCC évoquant un tout à processus fait. tumoral, lorsqu'il y a des signes déficitaires, lorsqu'il y a des signes, des crises convulsives partielles qui se prolongent, on fait l'IRM, une bonne IRM, et puis on fait la ponction lombaire. La ponction lombaire, il y a la plécytose lymphocytaire. Bon, l'hyperprotéinurie ne va pas mener à grand-chose, mais surtout faire la PCR avec qu'il faut savoir bien interpréter, comme ça a été dit par Étienne, d'accord? Et là, je pense qu'on a beaucoup évolué au Maroc par rapport.
Moi, je me rappelle avant, on n'avait pas tous ces moyens-là. Même au CHU de Casa, à l'époque, lorsque j'étais, il n'y avait même pas le scanner cérébral. Donc, je pense qu'on a beaucoup évolué au Maroc, alhamdoulilah, comme dans d'autres pays d'Afrique, et qu'on peut se permettre d'avancer sur certains diagnostics. Moi, je pense que on ne va pas retarder une pelle de 2, 3 jours. Si on fait une imagerie, il n'y a rien, on y va pour faire la ponction lombaire. Et l'interprétation d'un liquide céphalorachidien, c'est un art, comme je le dis toujours à mes résidents, et il faut savoir interpréter le liquide céphalorachidien chez un enfant. Et puis, on l'a si bien dit, si on n'a pas d'IRM, on peut aussi utiliser la TDM, un TDM injecté, ça va faire l'affaire. Ouais. Et puis, moi, Exactement. Sauf j'insisterai que, aussi sur l'IRM. Parfois, nous prend le cerveau sans la moelle, hein. sauf que le scanner cérébral, le mien, le scanner cérébral, il est moins sensible que Oui, l'URM, je l'ai bien mais en Mhm. fait, dit, il les et demande que pour contre-indication de l'APL. Donc, c'est tout largement à fait, tout suffisant. à fait. Mais bien sûr, ça élimine l'essentiel. Voilà. Donc, Tu as on tout à peut fait faire raison. l'APL tranquillement. Et pour éliminer un processus Tout à fait, exactement tout à le mien. fait. Tu as tout à fait raison. Mhm. Madame J'ai une Chakir, question, oui, j'ai une question. Alors, en l'absence d'acyclovir en intraveineux, est-ce que l'acyclovir péros trouve son intérêt? Non, non, Bien sûr, pas parce du que tout. Non, clairement non. Et le réanimateur avec nous ne fera que confirmer ce que je vais Oui, oui, non, dire. surtout pas, oui. tout à fait. Et je Non, pense que actuellement, la cyclovir injectable, on en trouve dans tous les services d'urgence. Il Bien est sûr, c'est très disponible. disponible. C'est très Et oui, puis disponible. même l'IRM, il est disponible partout, alhamdoulilah. Ouais. Ouais. exactement. On a une autre question. Est-ce que la fièvre peut manquer dans une encéphalite herpétique? Oui, c'est possible. Je dis que c'est possible. Hmm. D'accord. Mhm. Étienne, il est d'accord aussi avec moi. Oui, oui, je pense que Alors, des convulsions un peu partielles chez un nourrisson avec un trouble de conscience euh, persistant et doit nous alerter et doit faire rechercher quand même l'herpès, même s'il n'y a pas de fièvre. Ouais. Mm. ouais. Moi, c'est parmi les réflexes que je fais passer, 2 réflexes que je passe à mes étudiants, mes interrésidents. Des crises convulsives focales qui se répètent et qui traînent, qui est persistante. Une méningite lymphocytaire qui convulse, déjà, s'il retient ces deux-là, d'accord, déjà, voilà, ça devrait évoquer l'encéphalite herpétique. Et avant 1 an, on fait attention de toute façon. Oui, surtout. Tout à Quand ça fait, tout à convulse fait, avant 1 an. exactement, Ben, je exactement. pense qu'on arrive à terme de notre session. Je tiens à remercier nos éminents intervenants et experts, professeur Bouskraoui, qui nous fait toujours l'honneur de participer avec nous à la Société marocaine de pédiatrie, dont il est un membre très actif. Et ça a été donc un plaisir que de recevoir professeur Étienne Javoué, donc Ouais. étant lyonnaise de cœur. Donc, j'ai été ravie donc, de l'avoir parmi nous ce soir. Nous tenons donc à le remercier chaleureusement. Je remercie tous nos collègues qui nous ont accompagnés lors de ce séminaire. J'espère que nous avons, et j'en suis certaine, à travers vos présentations, que nous avons pu répondre à leurs questionnements. Et voilà, donc je vous dis merci et puis à une prochaine session, Inch'Allah, organisée toujours par la Société marocaine de pédiatrie. Moi, je Merci. dirais, Merci. Au vas-y, revoir. Iman, Iman. Oui, alors je vous remercie énormément, professeur Bouskraoui, prof- professeur Javoué, pour la complémentarité de vos présentations, les échanges très instructifs. Je pense que vous avez démystifié un peu ces tableaux encéphalytiques parce que on a souvent des questions de la part des jeunes. Je vous félicite encore. Je félicite la Société marocaine de pédiatrie pour la pertinence donc, des sujets choisis et la qualité des orateurs. Et merci à nos auditeurs et pour une prochaine fois, Inch'Allah.
Moi, je Au tiens à revoir. remercier les deux modératrices qui ont modéré, qui nous ont modéré avec beaucoup de galanterie et beaucoup d'expérience hein, aussi là, qui ont partagé avec nous Ouais. leur expérience. Un grand merci à Étienne dont je fais connaissance et qui je trouve qu'il a fait une excellente présentation. Étienne? Eh ben, merci beaucoup de m'avoir invité parce que c'était une belle occasion de refaire le point ensemble sur ces situations très complexes quand même. Mais on voit qu'on progresse dans la compréhension, dans la catégorisation des encéphalites. Bien, bah, merci à Ah, tous et bonne fin de soirée. Merci, Merci merci, au revoir. beaucoup.